Et si Walt Disney revenait à la vie, pour de vrai? Le 15 décembre 1966, le créateur de la petite souris aux grandes oreilles mourait des causes d'un cancer du poumon dévastateur. Mais la rumeur voudrait que son corps, voire même sa tête, aurait été cryogénisé et se trouverait actuellement à Disneyland en Californie. Une manière de pouvoir le faire revenir à la vie une fois le temps voulu. Une théorie officiellement démentie par sa famille, mais qui met bien en évidence la fascination pour la mort des célébrités. James Dean, Marilyn Monroe, Elvis Presley ou Michael Jackson, nombreuses sont les stars qui ont reçu plus d'attention et même plus d'argent, mortes que vivantes. Certains héritiers ont même construit des empires à plusieurs millions de dollars en profitant et en exploitant l'image de ces défunts sans leur consentement. Et cela grâce à un engouement médiatique exceptionnel où fleurissent des théories du complot qui s'avèrent parfois réelles. Aujourd'hui, on se plonge dans cet univers macabre où se mélangent magouilles financières, cercueils, problèmes éthiques et millions de dollars. Pour tout comprendre, des théories autour des morts des stars et le sombre business qui se cache derrière. Both the Los Angeles Times and CBS News are both now reporting that Michael Jackson has died. Now, CNN has not confirmed that, but the LA Times and CBS News are reporting that Michael Jackson, 50 years old, the king of pop, has died. Maltesers, like crispy magic caught in a chocolate bubble. Will come my way, girl. Maltesers, the light fantastic. On what would have been the king's 82nd birthday, some claim he looks just as Elvis would have looked as an elderly man. Yes, the truth is getting out. Elvis is alive, wrote excited fans. La mort des célébrités, et en particulier des artistes, est une problématique centrale de la culture populaire. Pour remonter à l'origine de cette obsession, il faut se rendre dans les années 50 et 60 aux États-Unis. L'ère de la célébrité, bien lancée depuis plusieurs années avec l'avènement d'Hollywood, se confronte aux premiers décès qui vont marquer l'opinion publique. James Dean a 24 ans en 1955, Marilyn Monroe a 36 ans en 1962 et bien sûr John Fitzgerald Kennedy l'année suivante. Mais depuis quelques années, on a l'impression que cette tendance s'est intensifiée. Comme si tous les 3 mois, la mort d'une célébrité venait bousculer les news. Je pense par exemple à l'acteur de Dumbledore et les fans d'Harry Potter qui se sont même réunis pour lui rendre hommage. Et c'est en partie le cas. Comme l'indique l'étude intitulée Drug-Related Celebrity Deaths, a cross-sectional study. Le nombre de morts suite à des overdoses de la part de stars ont considérablement augmenté au XXIe siècle. Celles liées aux opioïdes ont même triplé aux États-Unis depuis l'année 2000. Et au-delà du nombre de décès ou de leur cause, ce qui pose question, c'est la réaction du public vis-à-vis de ces derniers. Déjà en 1997, à la mort de Lady Diana, de nombreux Britanniques étaient sortis exprimer publiquement leur chagrin et leur douleur suite à la perte d'une personne qu'ils n'ont pourtant jamais connue. Princess Diana dead. Oh, she died. Where's the remote? Oh my God. Oh. Cette peine s'explique évidemment par la relation parasociale que l'on entretient avec les stars. On se sent proche de ces personnalités et à ce titre, on se doit de faire un deuil quasiment au même titre que lorsqu'une connaissance lointaine s'éteint. Le chercheur en psychologie cognitive, Richard Harris, va même plus loin en expliquant qu'il n'existe pas de structure sociale dans notre société pour venir aider au chagrin suite à la mort d'un personnage de fiction ou d'une célébrité à laquelle on s'était attaché. Il suffit pour cela de voir les réactions engendrées par la mort de l'acteur Chadwick Boseman. Et là où on pourrait croire que cette disparition devrait conduire à un désintérêt progressif de la part des individus, c'est plutôt l'inverse qui se produit. La plupart des chercheurs notent que l'admiration des fans s'intensifie après la mort de la star au point d'atteindre un stade inédit. C'est ce qui s'est passé au moment du décès de Johnny Hallyday, qui a profondément marqué ses fans qui n'ont eu de cesse depuis de montrer ostensiblement leur attachement à l'artiste. Ça se vérifie même concrètement dans leurs actions d'achat. L'étude nommée Grief, commiseration, and consumption following the death of a celebrity par Scott Rashford et Peter Block démontre que les fans ont plus de chances de dépenser de l'argent dans les mémorabilia, des objets ayant appartenu ou liés au défunt à la suite de sa mort que pendant son existence. C'est le cas du pull iconique de Steve Jobs qui aurait été découpé puis vendu en petits morceaux sans réelle preuve de son authenticité
à des fans de l'entrepreneur. L'obtention d'objets reliés aux artistes défunts aurait des vertus psychologiques. Les consommateurs compenseraient ainsi la perte de leur idole grâce au transfert de sens qu'offrent ces objets. Ils sont donc souvent pour eux une manière de perpétuer cette relation parasociale grâce à la possession d'objets concrets qui vont les accompagner dans leur quotidien. Pour les deux chercheurs, il s'agit alors d'un phénomène qu'on appelle d'incorporation, à savoir l'utilisation d'objets matériels représentatifs de la personne décédée qui sont utilisés comme un moyen de maintenir une partie de cette personne en vie ou de renforcer les souvenirs que l'on a avec elle. Ça marche principalement avec des proches avec qui on a vraiment entretenu une relation, mais c'est également le cas pour les célébrités avec qui on partage des souvenirs, même asymétriques. À la mort de Kobe Bryant, nombreux étaient les fans de basket à partager leurs souvenirs de la star américaine. Ce chagrin des fans et cet intérêt accru à la suite d'une fin de vie d'une star va parfois aller plus loin, voire même trop loin. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est la mort d'une célébrité qui vous a le plus marqué. Personnellement, je dirais Mac Miller au Népal, parce que c'est deux artistes que j'écoutais énormément et que je continue à énormément écouter et qui ont eu des morts très brutales et très jeunes. Mais je pense que celle qui m'a le plus marqué d'un point de vue médiatique, ça reste la mort de Michael Jackson. Alors j'étais très jeune, je devais avoir 8 ans, mais je me souviens qu'on en parlait tout le temps, il y a eu un revival énorme, et je vous avoue que je pense pas avoir vu un équivalent depuis. Vous connaissez probablement tous les 5 stades du deuil. Le déni, la colère, la négociation, la dépression, puis l'acceptation. Or, le processus est parfois long pour certains et mène même à des dérives. Depuis le début de cette attention populaire quelque peu morbide, on a vu fleurir un nombre incalculable de théories du complot directement rattachées à ces événements. La plus connue d'entre elles est sûrement le Club des 27. Moins une théorie du complot qu'une superstition, la croyance populaire voudrait que l'âge de 27 ans serait un âge maudit pour de nombreux artistes qui décéderaient prématurément donc à ce moment-là. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain ou encore Amy Winehouse en sont les membres les plus populaires. Et vous vous en doutez, cette théorie ne repose sur rien de tangible. Une étude a été menée sur le sujet sur plus de 1000 artistes britanniques qui ont été numéro 1 des ventes entre 1956 et 2007. Aucun pic de mortalité a été constaté, faisant du Club des 27 définitivement un mythe. Et si le chiffre 27 semble pas être un indicateur particulier de surmortalité chez les artistes, on voit quand même qu'autour de la trentaine, il semble y avoir un pic de mortalité. Et ça peut s'expliquer de plusieurs manières, notamment par le train de vie des célébrités qui va les conduire à mourir parfois plus tôt. Donc même si le chiffre 27 n'est pas correct et toutes les théories qui l'entourent non plus, on voit quand même qu'il met le doigt sur quelque chose d'intéressant. Mais parfois, les théories du complot vont plus loin. De l'assassinat caché de Marilyn Monroe aux nombreuses enquêtes qui ont suivi le meurtre du président JFK, en passant par l'île déserte sur laquelle Michael Jackson serait tranquillement en train de finir ses jours. Pour le spécialiste de la question, Dean Ballinger, ces théories sont souvent une manière d'offrir une visibilité importante à des théories conspirationnistes habituellement marginalisées grâce au prisme de la pop culture. Ce sont alors des conspirations événementielles qui vont s'appuyer sur un ou plusieurs événements en particulier. On l'a observé pendant le Covid, où de nombreux opposants au vaccin se sont mis à brandir ce dernier comme la cause à l'origine des décès de chaque personnalité publique, y compris la reine d'Angleterre par exemple. D'ailleurs, ça paraît logique avec la reine d'Angleterre, mais toutes les célébrités vont être liées à leur motivation politique. Même Elvis Presley a été suspecté d'être un agent double de la mafia pour le compte du FBI. Il aurait alors simulé sa mort en sentant l'étau se resserrer autour de lui. De même pour Marilyn Monroe qui aurait détenu des informations compromettantes sur le président. Le schéma est très souvent le même et repose sur une mort factice dont les vraies raisons sont cachées au public. Même aujourd'hui, je me souviens des analyses de comptoir en direct sur Twitter lors de la mort de XXXTentacion qui tentait d'expliquer que le tatouage sur la droite ne concordait pas et qu'il s'agissait d'une manipulation. La force de ce déni et cette fascination pour ces théories s'explique très simplement. Ces célébrités attirent énormément d'attention et se retrouvent constamment sous le feu des projecteurs pour des histoires étonnantes, exceptionnelles ou sordides. Lors de leur mort, les fans vont alors prioriser les histoires qui vont perpétuer cette matrice plutôt que l'ennuyante vérité qui est que les gens meurent, simplement et de manière naturelle. Les théories du complot autour de la mort des célébrités vont venir renforcer la dimension spectaculaire de celle-ci, comme l'explique très bien Dean Balling, dont je vous ai parlé plus tôt dans son article Live fast, die young, and leave a good-looking conspiracy. Les stars sont entourées d'histoires, de mythes et de fantasmes auxquels ils participent également de leur vivant. Victoria Beckham, qui explique avoir grandi dans une famille avec des difficultés financières avant que son mari lui fasse remarquer qu'elle venait à l'école en Rolls-Royce, c'est exactement ce processus. Cette mise en scène de soi constante va alors entraîner en partie ses réactions post-mortem, offrant un terreau fertile à toutes les théories les plus fantaisistes et fantastiques. D'autant plus depuis les réseaux sociaux qui ont
ont vu émerger des communautés se réunissant autour de ces idées. Enfin, parfois, le doute a des raisons de subsister, parce qu'encore une fois, les célébrités elles-mêmes jouent de cette potentielle disparition. Andy Kaufman, célèbre humoriste américain, adepte des pranks en tout genre, a par exemple toujours affirmé que son ultime gag serait de faire croire à sa propre mort et de revenir des années plus tard. Lorsqu'en 1984, il meurt à 35 ans d'un cancer des poumons dont il avait caché l'existence publiquement, les rumeurs autour d'une mise en scène géante ont tout de suite germé. C'est d'ailleurs illustré dans l'excellent Man on the Moon avec Jim Carrey qui retrace sa vie et que je vous conseille. Il avait alors annoncé revenir 20 ans après sa mort, mais en 2004, quand ses amis ont organisé une fête pour son retour, Andy ne se présenta jamais. Des célébrités annoncées mortes et revenues d'entre les morts, c'est pourtant déjà arrivé. Pas plus tard que le mois dernier, la jeune influenceuse et rappeuse Lil Tay était annoncée comme décédée sur tous ses réseaux sociaux, ainsi que son jeune frère. La toile s'est rapidement émue de cette situation particulièrement triste, mais une partie des internautes ont aussi soulevé des questions légitimes quant à la véracité de l'information. Et pour cause, quelques jours plus tard, l'influenceuse faisait à nouveau surface, expliquant que son père et son faux manager tiraient en réalité les ficelles et avait participé à orchestrer cette opération de communication macabre. De quoi relancer les nombreuses rumeurs de fausses morts des artistes, tout comme l'arrestation d'un nouveau suspect pour le meurtre de Tupac, qui date d'il y a presque 30 ans. On pourrait se dire qu'il est difficile de faire plus immoral et problématique. Pourtant, à bien des égards, le business qui entoure la mort de ces célébrités devrait également nous alerter. Pour cette partie, je vais surtout m'appuyer sur le travail de Ross Petty, intitulé The use of dead celebrities in advertising and marketing. Et sur l'article aussi passionnant que lunaire, vous le verrez, du Los Angeles Magazine Grateful Dead, publié en 2004. Pour bien comprendre ce qu'il se cache derrière ce marché douteux, il faut en comprendre l'origine. À la base, il n'y avait rien. Enfin, d'un point de vue légal. Quand les célébrités mouraient, leur image tombait automatiquement dans le domaine public. Cela signifie que n'importe qui pouvait s'en servir à sa guise. Vous pouviez vous lancer dans la production d'un papier toilette Abraham Lincoln ou faire de Marilyn Monroe l'égérie de votre marque. Il faut se remettre dans le contexte d'une époque où la notion de droit d'image est encore assez nouvelle. Tout va changer à la suite d'une bataille juridique entre la famille de Bela Lugosi, interprète mythique de Dracula, et Universal, producteur des films, qui, des années après la mort de l'acteur, continue à vendre des produits à son image sans rien reverser aux héritiers, ni leur laisser un droit de regard sur l'exploitation de ce dernier. Le fils de Bela Lugosi attaque Universal, mais perd son procès. La justice affirme que les droits d'image de l'acteur ont disparu en même temps que lui. Mais un paragraphe du jugement va attirer l'attention d'un jeune entrepreneur nommé Roger Richman. Le juge affirme que les droits d'image de Bela Lugosi ne relèvent pas du droit commun, car ce dernier ne les a jamais vendus en tant que tels pour une marque. Ce qui signifie implicitement que si une star l'avait fait, ses héritiers seraient en droit de réclamer le contrôle et les revenus de son image, même après sa mort. On est en 1980 et Roger Richman s'empresse de prendre son téléphone et de contacter toutes les familles de défunts à l'exposition hors du commun. Un véritable business va alors se monter avec deux agences principales, CMG et Roger Richman Agency. Et très rapidement, ce qui était auparavant un poids pour les familles devient une machine à cash exceptionnelle. Si vous appréciez mon contenu et que vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager autour de vous. C'est vraiment ça qui me permet de continuer à produire des vidéos chaque semaine. Donc merci énormément à ceux qui le feront. Voilà, c'est juste un clic, s'abonner, partager. Merci encore une fois. Ainsi, les héritiers de Marilyn Monroe ont signé un deal de plusieurs millions de dollars pour que l'actrice devienne l'égérie de Max Factor et Chanel la même année, générant plus de revenus que sur l'entièreté de sa carrière. Le marketing des stars décédées devient rapidement tendance. Les agences se montrent sans pitié avec les commerçants ne rémunérant pas l'utilisation de l'image ou ne respectant pas la demande des héritiers en faisant confisquer des centaines de tonnes de marchandises. De l'autre côté, les marques se montrent particulièrement intéressées. Les stars décédées ont l'avantage d'être beaucoup moins chères que celles en vie et surtout ont très peu de chances de voir leur popularité dégringoler d'un coup ou même d'être associées à toute forme de scandale. Même si certaines ont quelques règles bien précise. John Wayne ne peut pas fumer de cigarettes en raison de sa mort d'un cancer du poumon. La princesse Diana ne doit pas être reproduite en 3D car cela ne rendrait pas justice à sa beauté et ne doit pas être montrée en présence de nourriture en raison de ses problèmes de boulimie. Et ce n'est pas plus mal, afin d'éviter les campagnes complètement morbides, à l'image de celle de James Dean pour Porsche, pour la voiture précise dans laquelle il est mort d'un crash tragiquement. Ce sombre business n'a cessé de grossir, générant plus de 300 millions de dollars par an
au début des années 2000. Un chiffre qui a dû exploser ces dernières années pour le plus grand bonheur des héritiers qui parfois n'hésitent pas à profiter de cette dynamique. Dernièrement, ce sont les familles de Juice WRLD et XXXTentacion, deux rappeurs morts dans la vingtaine, qui ont été vivement critiqués pour leur gestion de l'héritage artistique laissé par le défunt. Sortis de nombreux morceaux, albums et featuring, parfois issus de simples maquettes ou même de vocaux laissés par l'artiste. Tout est fait pour rejoindre le fameux classement Forbes des célébrités mortes générant le plus d'argent chaque année. Oui, il existe, encore trusté par Michael Jackson et Elvis Presley, qui continuent de brasser à eux seuls des centaines de millions de dollars. Le maintien de cette popularité chez les artistes pose alors de vrais problèmes d'éthique. Ça s'est posé avec les maquettes non diffusées des artistes musicaux, mais également avec les acteurs. Qu'il s'agisse de Carrie Fisher en Leia dans Star Wars, ou de Christopher Reeves dans The Flash, voire même de James Dean récemment, de plus en plus de recréations artificielles d'acteurs ont lieu. Cela est évidemment amplifié par les progrès impressionnants de l'intelligence artificielle ces dernières années. Si aujourd'hui on distingue encore la reproduction de l'original, rien ne dit que ça sera encore le cas dans 5 ans. Et le phénomène de l'intelligence artificielle est pas du tout à prendre à la légère sur le sujet. On en avait parlé dans une vidéo à propos des artistes musicaux que je vous mettrai à la fin de celle-ci, mais on le voit bien, il est aujourd'hui de plus en plus difficile de voir ce qui est vrai de ce qui est faux, et les copies numériques d'artistes musicaux, mais également d'acteurs, se font de plus en plus nombreuses. On peut se dire qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça risque complètement d'exploser. En plus de venir parfois salir la mémoire du comédien, qui n'a évidemment jamais donné son accord pour participer, ça soulève aussi des questions sur les normes déjà imposées par Hollywood, qui risquent de se durcir. On sait à quel point, en particulier pour les femmes, le physique est un critère de choix pour les majors dans leur distribution des rôles de tête d'affiche. Plus une femme vieillit, plus sa désirabilité diminue selon le prisme d'Hollywood, et donc moins de rôles lui sont proposés. Les doublures numériques apparaissent pour ces studios comme une solution, afin de maintenir artificiellement une célébrité qui aurait pris du poids plus fine, ou simplement plus jeune. C'est actuellement un des sujets débattus dans le cadre de la grève opposant les syndicats des acteurs aux studios aux États-Unis, et qui n'a toujours pas trouvé de résolution à l'heure où j'écris ces lignes. Toutes ces théories du complot, ce business malsain et cet attachement des fans pour moi traduit quelque chose de plus large sur la manière dont on approche la notion de star. Depuis toujours, l'humanité a érigé des hommages en signe de vénération à des personnalités décédées. Les pharaons ou le mont Rochemort montrent que même à l'époque, il existe une volonté de permettre à ces figures majeures de traverser le temps et les époques. Ainsi, les célébrités qui décèdent jeunes et de manière tragique ne meurent jamais vraiment. Elles continuent à être célébrées et sont propulsées au rang d'icônes dont l'image est constamment réutilisée, parfois même encore plus que de leur vivant. Le chercheur Chris Rojek emploie le terme de célébrité supernova, à savoir un individu dont la popularité est telle qu'elle va être capable de surpasser la notion de temporalité ou de mortalité qui s'applique à tous. Certains utilisent alors le terme d'icône qui renvoie évidemment à sa connotation religieuse. L'artiste décédé aurait tellement marqué de son empreinte son domaine que son héritage le surpasserait et ne se limiterait pas qu'à sa présence physique humaine sur Terre. J'ai l'impression qu'on retrouve cette idée avec les plus grandes célébrités comme Kurt Cobain ou Amy Winehouse, mais également avec des artistes moins populaires et très influents. Par exemple Pop Smoke, voire Népal, dont les fresques et les hommages des autres rappeurs perpétuent sa musique et son message. Bon, ça, c'est la manière plus romantique de le voir. Si on prend une approche plus matérialiste et qu'on considère la pop culture comme une industrie, avant même d'être un regroupement de courants artistiques, on peut aussi considérer que les célébrités sont avant tout des produits. Ce produit qu'on consomme ne s'arrête alors pas non plus à une personne physique, mais correspond plutôt à une objectification et une transformation en capital de l'image ou de la réputation d'une star. À ce titre, il est logique que ce produit survive à son créateur et que ce capital, tout comme il peut désormais se transmettre en héritage comme on l'a vu plus tôt, peut aussi continuer à être valorisé dans le temps et n'a pas de raison de disparaître avec la mort de son incarnant. Et finalement, c'est peut-être ce paradoxe qui rend le phénomène de la mort des célébrités si passionnant. Alors qu'on pourrait penser qu'en perdant la vie, les artistes et figures médiatiques majeures se verraient confisquer leur aura par la fin de leur présence physique, il n'en est rien. Comme si la devise latine de mortus nil nisi bonum, selon laquelle on ne parle pas mal des morts, s'appliquait et s'était vu renforcée par notre société. Pourtant, l'ironie de la situation est indéniable. C'est dans l'acte le plus banal, le plus humain qu'il soit, la mort, que la célébrité obtient un statut d'icône intemporelle, s'éloignant définitivement du commun des mortels pour entrer dans une forme de dimension mystique où elle sera vénérée à tout jamais.